Navier lui a tout donné, sa lignée, son pouvoir politique, sa armée, son trône. Elle a remis à un homme qui ne possédait rien, les clés d'un empire. Et en retour, Emperor Soviéchou lui a arraché jusqu'au moindre lambeau de dignité qu'elle possédait encore. Il a fait défiler sa maîtresse, une ancienne esclave nommée Rachta, devant toute la cour impériale. Il a signé des décrets qui ont effacé l'autorité de Navier. Il a retourné ses propres ministres contre elle, un par un, jusqu'à ce que la femme qui avait bâti l'Empire ne soit plus qu'un symbole décoratif. Tolérée, jamais respectée, la plupart des récits l'auraient fait pleurer, supplier, tenter peut-être un acte de défiance silencieux et désespéré derrière des portes closes. Pas celui-ci. Navier regarde Soviéchou droit dans les yeux, accepte le divorce et dans le même souffle, devant la cour entière, sollicite l'approbation de son remariage avec Heinrich, le roi de la nation rivale la plus puissante du continent. L'homme que Soviéchou craint plus que quiconque au monde. Voici l'histoire de ce qui arrive quand on prend la patience d'une femme pour de la faiblesse. Et je vous l'assure, les conséquences sont spectaculaires. Bienvenue à nouveau sur Manhwa Recap Vault. Aujourd'hui, nous abordons une histoire qui domine absolument l'univers romance-vengeance. Et pour de très bonnes raisons. 242 chapitres, 7 ans de sérialisation, 2 milliards 600 millions de vues à travers le monde. Et une adaptation, Disney+, déjà en production. Si vous aimez voir des hommes imbus d'eux-mêmes découvrir le poids exact de leurs erreurs de calcul, vous êtes au bon endroit. Pour comprendre pourquoi ce divorce ébranle les fondations même d'un empire, il faut d'abord comprendre ce qu'était ce mariage. Et pour comprendre le mariage, il faut comprendre l'empire lui-même. L'Eastern Empire n'est pas un petit royaume féodal pittoresque. C'est la puissance politique dominante du continent, une vaste machine bureaucratique bâtie sur des siècles de lignées nobles, d'alliances militaires et de structures de pouvoir soigneusement entretenues. L'empereur trône au sommet, mais son autorité n'est pas absolue. Elle est conditionnelle. Elle repose sur le soutien des grandes maisons nobles, sur la loyauté de l'aristocratie militaire et, c'est crucial, sur la légitimité conférée par l'empresse. La position d'empresse dans l'Eastern Empire n'est pas cérémonielle. Elle est structurelle. L'empresse gère la diplomatie de cour, supervise les différends entre nobles, contrôle des aspects importants du trésor et sert de pont politique entre l'empereur et les maisons aristocratiques qui font fonctionner l'empire. Sans une empresse compétente, la machinerie du gouvernement s'enraye. Navier n'est pas une noble effacée qui aurait épousé un homme au-dessus de sa condition. Elle vient de la maison Trovy, la même maison ducale qui a donné naissance à la propre mère de Soviéchou. Elle a été choisie à la main et formée dès l'enfance par l'empereur précédent pour devenir la emprise parfaite. Elle apportait la légitimité noble, les alliances politiques et ce talent de gouvernance qui faisait fonctionner l'empire. Quand elle a épousé Soviéchou, ce n'était pas un mariage d'amour. C'était un arrangement stratégique. Elle apportait la stabilité politique. Elle apportait les alliances. Elle apportait la légitimité qui rendait son règne incontestable. Et pendant les premières années, l'arrangement a fonctionné précisément comme prévu. Elle gérait le gouvernement d'une main ferme. Elle naviguait les intrigues de cour avec une sophistication qui faisait passer les ministres chevronnés pour des amateurs. Elle gérait les négociations commerciales, les envoyés étrangers, les griefs des nobles, les questions de succession, tout en maintenant l'image publique digne que l'Eastern Empire exigeait de ses empresses. Elle était, selon tous les critères mesurables, la raison pour laquelle l'Empire tenait debout. La contribution de son mari, s'asseoir sur le trône qu'elle lui avait obtenu, et progressivement, inévitablement, se convaincre lui-même qu'il l'avait mérité.
C'est la chose avec les hommes à qui l'on donne le pouvoir. Tôt ou tard, ils oublient qu'on le leur a donné. Ils en viennent à croire qu'il leur a toujours appartenu. Et la personne qui le leur a offert devient un désagrément, un rappel d'une dette qu'ils préféreraient ne pas reconnaître. Alors, quand Soviéchou a commencé sa liaison avec Rachta, ce n'était pas simplement une infidélité. C'était une déclaration. La proclamation qu'il n'avait plus besoin de la femme qu'il avait fait. Il se trompait catastrophiquement. Mais il mettrait encore un certain temps à découvrir à quel point la liaison en elle-même n'était pas le plus cruel. Dans les cours royales, l'infidélité est presque une tradition. Ce qui rendait cette trahison particulière si dévastatrice, c'était le caractère délibéré de l'humiliation publique et l'instrument que Soviéchou avait choisi pour l'infliger. Rachta n'était pas simplement une maîtresse, c'était une ancienne esclave, une femme qui avait échappé à la servitude et était arrivée à la cour impériale sans rien d'autre que sa beauté et un talent extraordinaire pour la manipulation. Et je tiens à être précis sur ce point, parce que l'histoire le traite avec une nuance remarquable. Rachta n'est pas écrite comme une méchante unidimensionnelle. C'est une survivante qui a appris dans les conditions les plus brutales que l'on puisse imaginer comment se faire protéger par des hommes puissants. Sa technique était d'une efficacité dévastatrice. En public, elle jouait l'innocente, les yeux écarquillés, impuissante, écrasée par la grandeur de la cour. Elle pleurait à la moindre critique. Elle tremblait quand des nobles élevèrent la voix. Elle se faisait paraître si fragile, si inoffensive, que toute attaque contre elle ressemblait à de la cruauté plutôt qu'à une opposition justifiée. En privé, le calcul était entièrement différent. Elle étudiait les dynamiques de pouvoir de la cour avec la précision d'un général étudiant un champ de bataille. Elle identifiait quels nobles pouvaient être flattés, lesquels pouvaient être achetés et lesquels devaient être discrédités. Elle nourrissait Soviéchou de versions soigneusement orientées des événements, se positionnant toujours en victime, dépeignant toujours Navier en agresseur. Et Soviéchou, aveuglé par sa passion et par son propre ressentiment grandissant face à la compétence de Navier, croyait chaque mot. Il a élevé Rachta à une position qui rivalisait avec celle de la Empress. Il l'a placée à côté de lui au dîner d'État. Il a dansé avec elle aux bals impériaux. Il a puni les servantes de Navier pour manque de respect envers Rachta. Il a saboté les négociations commerciales de Navier par jalousie mesquine. Il a fait emprisonner sa dame de compagnie Laura pour des affronts supposés contre sa concubine. C'était une campagne lente et méthodique de violence émotionnelle. Pas de décret officiel, des humiliations personnelles, l'une après l'autre, conçues pour diminuer la femme la plus puissante de l'Empire. Et voici ce qui rendait la chose encore plus exaspérante. La cour ne prenait pas le parti de Soviéchou. Les nobles soutenaient massivement Navier. Ses propres conseillers, en particulier le marquis Karl, tentaient activement de le dissuader de cette voie. Les ministres respectaient la Empress et étaient ouvertement hostiles à Rachta. Ils voyaient à travers son numéro. Ils comprenaient ce que Soviéchou ne pouvait pas voir, que remplacer une femme qui maintenait l'Empire uni par une femme qui savait à peine se tenir à un dîner mondain n'était pas simplement une sottise. C'était un acte d'autodestruction. Soviéchou détruisait Navier non pas parce que la cour l'exigeait, mais malgré l'opposition de la cour. Il était la seule personne dans tout l'Empire incapable de voir ce qu'il était en train de détruire. À travers tout cela, Navier a maintenu son calme. Elle assistait à chaque cérémonie. Elle remplissait chaque devoir. Elle souriait quand le protocole exigeait un sourire et parlait avec grâce quand on s'adressait à elle. La cour interprétait cela comme une soumission, comme une défaite.
comme une femme qui avait accepté son rôle diminué et n'avait plus la force de résister. Elle n'aurait pu se tromper davantage, car derrière cet extérieur composé, Navier n'endurait pas. Elle calculait. Chaque affront était catalogué. Chaque alliance déplacée était notée. Chaque faiblesse dans la gouvernance de plus en plus irresponsable de son mari était archivée avec une précision chirurgicale. Elle n'attendait pas un sauvetage, elle attendait le moment optimal pour agir. Et c'est ici que l'histoire introduit son fil le plus brillant. Tandis que Navier endurait la trahison publique de Soviéchou, un petit oiseau est apparu à sa fenêtre. Un oiseau magnifique, inhabituel, qu'elle a nommé Queen. Il lui rendait régulièrement visite, se perchait sur sa main, lui apportait des moments de paix dans une cour de plus en plus hostile. Ce que Navier ignorait, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que Queen n'était pas un oiseau. Heinrich Hales Laszlo, roi du Western Kingdom, appartient à un clan de métamorphes. Il peut se transformer en oiseau à volonté. Et sous cette forme, il rendait visite au palais de l'Eastern Empire depuis des mois, observant, recueillant des renseignements, et contre toute attente, tombant amoureux de la Empress qui parlait à un oiseau avec plus de chaleur et de sincérité qu'elle ne s'en autorisait avec aucun être humain. La cour qui s'est développée était extraordinaire dans ses strates. Sous forme d'oiseau, Heinrich a été témoin des moments privés de Navier. Sa frustration, sa douleur, les fissures dans sa composure qu'elle ne montrait jamais à la cour. Il a vu la femme véritable derrière le masque politique. Sous forme humaine, en tant que dignitaire étranger en visite, il a engagé avec elle une correspondance, des lettres qui ont commencé comme des ouvertures diplomatiques et sont progressivement devenues quelque chose de bien plus personnel. Navier, de son côté, était attiré par Heinrich précisément parce qu'il ne la traitait ni comme un trophée à conquérir, ni comme un outil à utiliser. Il dialoguait avec son esprit. Il respectait son acuité politique. Il écoutait ses analyses de la diplomatie continentale et répondait avec un véritable engagement intellectuel, et non avec la condescendance dédaigneuse à laquelle elle s'était habituée de la part de Soviéchou. Mais ne vous y trompez pas, Heinrich n'était pas qu'une figure romantique. C'était un roi, et d'une brillance stratégique remarquable. Son frère était mort jeune, lui laissant en héritage un trône qu'il n'avait jamais attendu. Il avait fait de l'armée du Western Kingdom la force la plus disciplinée du continent. Et il comprenait, avec une parfaite clarté, qu'une alliance avec la femme qui connaissait chaque faiblesse de l'Eastern Empire valait plus que n'importe quel traité ou accord commercial. Au moment où Soviéchou a engagé le divorce avec Navier, Heinrich avait déjà posé les fondations. La demande en mariage n'était pas un geste romantique spontané. C'était un coup d'échec exécuté avec la précision d'une campagne militaire. Et Navier y avait participé volontairement, stratégiquement, dès la planification. Et puis, le moment arrive. Soviéchou, désespéré d'obtenir un héritier que Navier ne lui a pas donné, prend une décision fatale. Il engage le divorce avec Navier et entreprend d'élever Rachta au rang de Empress. Mais voici le détail crucial qui rend la chose tellement pire. Le plan de Soviéchou, son véritable plan, secret, était de divorcer de Navier temporairement, d'avoir un héritier avec Rachta, puis de se débarrasser de Rachta et de remarier Navier comme si de rien n'était. Il croyait sincèrement que Navier l'attendrait, qu'elle endurerait cette ultime humiliation et l'accepterait avec gratitude une fois qu'il en aurait fini avec Rachta. L'arrogance est presque belle dans sa complétude. Il s'attend à des larmes. Il s'attend à la résignation. Il s'attend à ce genre d'acceptation silencieuse qui lui permettrait d'exécuter son plan sans conséquence. Au lieu de cela, devant la cour entière,
Chaque ministre, chaque général, chaque ambassadeur, Navier prononce l'une des répliques les plus iconiques de tout le genre mannois. J'accepte ce divorce et je sollicite l'approbation de mon remariage. La cour se fige. Le visage de Soviéchou se déforme, parce qu'au même instant précis, franchissant les portes, voici Heinrich, le roi du Western Kingdom, l'homme que Soviéchou considère comme son rival le plus dangereux. Et il est ici pour épouser la femme que Soviéchou vient de rejeter. Ce n'était pas improvisé, c'était préarrangé. Navier était en communication avec Heinrich avant même que le divorce ne soit prononcé. Elle avait négocié les termes, établi les conditions, bâti les fondations d'une nouvelle alliance. Le temps que Soviéchou comprenne ce qui se passe, Navier est passé du statut de empresse répudiée à celui de reine d'une puissance rivale. Les implications politiques sont vertigineuses. La femme qui connaît chaque secret de l'Eastern Empire, ses déploiements militaires, ses vulnérabilités commerciales, ses alliances nobles, ses faiblesses diplomatiques, est désormais mariée au souverain de son plus grand rival. Chaque renseignement que Navier portait dans sa tête est maintenant un atout du Western Kingdom. Chaque alliance qu'elle a bâtie, chaque relation qu'elle a cultivée, chaque noble qu'il a respecté plus qu'il ne respectait Soviéchou, tout cela est désormais un levier pour une puissance étrangère. Soviéchou n'a pas simplement perdu une épouse, il a créé l'alliance géopolitique la plus dangereuse du continent. Deux royaumes unis par le mariage, dotés d'une puissance militaire, économique et politique combinée qui éclipse l'Eastern Empire. Et la femme qui dirige désormais la diplomatie du Western Kingdom est la seule personne vivante qui sait exactement où se trouve chaque fissure dans l'empire de Soviéchou. La réaction de Soviéchou face à ce désastre révèle l'homme derrière la couronne dans son entier. Il envoie des gardes armés cerner la maison des parents de Navier pour l'empêcher de partir avec Heinrich. Il s'effondre en accusant Heinrich de l'avoir volé. La composure qu'il portait comme un masque vole en éclats, et la cour entière voit l'homme qu'il y avait derrière. Pas un empereur, un homme qui fait une crise parce qu'une femme qu'il a rejetée a eu l'audace d'être désirée par quelqu'un de meilleur. Le Western Kingdom est contraint d'émettre des exigences diplomatiques formelles pour la libération de leur roi. La situation manque de dégénérer en guerre. Précisément, le genre d'incident international que Navier, dans son rôle de Empress, aurait évité par une seule conversation bien placée. L'ironie est exquise. Le plan de divorce temporaire de Soviéchou, remarier Navier une fois que Rachta aurait produit un héritier, est en ruine. Mais ses tentatives pour réparer les dégâts ne s'arrête pas aux portes du palais. Dans les chapitres qui suivent, son désespoir prend des formes de plus en plus dérangées. Il envoie des envoyés au Western Kingdom. Il tente d'utiliser les canaux diplomatiques pour annuler le mariage. Il essaie de se servir des accords commerciaux comme moyen de pression. Chaque tentative échoue, et chaque échec arrache une nouvelle couche de son autorité. Pendant ce temps, Rachta, désormais empresse de nom, découvre que la couronne sans la compétence est un fardeau, pas un prix. Les nobles qui la toléraient comme concubine refusent de la reconnaître comme leur souveraine. La machinerie du gouvernement, que Navier maniait avec une aisance sans effort, devient un labyrinthe incompréhensible. L'Eastern Empire, privé de la femme qui le faisait réellement tourner, commence à se fracturer. Et dans le Western Kingdom, Navier ne se contente pas de survivre, elle s'épanouit. Heinrich la traite non comme une acquisition décorative, mais comme une partenaire, une égale, quelqu'un dont il respecte sincèrement l'intelligence politique. Le contraste avec son précédent mariage est presque douloureux à regarder, parce que dans chaque interaction entre Navier et Heinrich,
on voit ce que son mariage aurait dû être, ce qu'elle méritait depuis le début. Elle n'a jamais été la décoration, elle était la fondation. Et Sowieszu vient de dissoudre le sol sous ses propres pieds. Je tiens à prendre un moment pour expliquer pourquoi ce manoir mérite votre attention parmi les dizaines de titres similaires qui inondent le marché. Le ressort de la vengeance par le remariage n'est pas nouveau, mais l'exécution ici est remarquablement sophistiquée. La Empress n'est pas écrite comme un fantasme de puissance en carton-pâte. C'est une femme qui traverse une trahison authentique. Et sa douleur ne disparaît pas simplement parce qu'elle obtient un mari plus puissant. Il y a des moments dans ces chapitres où l'on perçoit l'épuisement derrière la stratégie. Le coup qu'il y a à maintenir son calme, tandis que votre monde est délibérément détruit autour de vous. Cette profondeur émotionnelle élève toute l'histoire. Quand les manœuvres politiques portent leurs fruits, la satisfaction n'est pas seulement plaisante, elle est méritée, parce que vous l'avez vu endurer chaque indignité sans rompre, et vous comprenez maintenant que sa composure n'était pas une faiblesse, c'était une discipline. L'art mérite également une mention particulière. Le character design communique la personnalité avec une efficacité remarquable. L'empereur a précisément l'air aussi suffisant et aveugle que ses décisions le suggèrent. Le roi rival porte une intensité tranquille qui vous dit tout sur son caractère avant qu'il n'ait prononcé un seul mot. Et la Empress elle-même, la façon dont l'artiste capture le glissement de ses expressions à travers ses chapitres, est un travail véritablement impressionnant. Et l'histoire récompense l'investissement à long terme. 242 chapitres signifient qu'il ne s'agit pas de l'esquisse d'une idée. C'est un drame politique pleinement réalisé, avec plusieurs arcs, un véritable développement des personnages et des conséquences qui se répercutent à travers tout le récit. La série a achevé sa publication le 1er janvier 2026, après 7 ans de sérialisation à travers 4 saisons. Des récits annexes reviennent à l'automne 2026 pour les lecteurs qui en veulent davantage. C'est un chef-d'œuvre complet, achevé, pas un pari sur la capacité de l'auteur à réussir l'atterrissage. L'atterrissage est déjà réussi. Si vous avez délaissé jusqu'ici le sous-genre Villainess et Empress, c'est le titre par lequel commencer. C'est la référence absolue. Voilà pour l'arc d'ouverture. Et je vous le promets, nous n'avons fait qu'entrevoir l'ampleur réelle de ce que devient cette histoire. Les machinations politiques s'intensifient considérablement à partir d'ici, et les tentatives de l'empereur pour récupérer ce qu'il a perdu sont véritablement réjouissantes à regarder échouer. Et s'il vous fallait une raison de plus d'y prêter attention, Disney+ a une adaptation K-drama en production pour la seconde moitié de 2026. Shin Mina en Avier, Ju Ji-hoon en Sowieszu, Lee Jong-suk en Heinrei. Cette distribution à elle seule devrait vous dire à quel point cette œuvre est prise au sérieux. Prenez de l'avance maintenant, avant que le monde entier ne découvre ce que les lecteurs de manhwa savent depuis 7 ans. Si vous aimeriez voir le prochain arc couvert, laissez un commentaire. Si c'est votre première fois ici, Manhwa Recap Vault couvre les histoires les plus captivantes du genre, 2 fois par semaine, chaque semaine. Abonnez-vous si vous souhaitez être présent pour la prochaine. D'ici là, merci d'avoir regardé. Rendez-vous au prochain épisode.